Oui, merci. Je voulais vous faire des remarques, comment dire, moqueuses, amicales. Voilà, moi je suis un paysan, je suis amateur d'histoire en autodidacte, j'ai des références en philo, mais je suis incapable de faire une dissertation. Mais justement, je suis surpris de décalage. Vous disiez, par exemple, que dans les années 90, au niveau de l'université, on ne réfléchissait pas sur la démocratie. Moi, j'ai vécu dans des réseaux de terrain. Moi, je vous dis, je suis un pays... Voilà, enfin, non, c'est remarque suivante après. J'ai vécu des essais d'autogestion. J'étais dans des réseaux d'éducation populaire. Plus tard, j'ai pratiqué, ou on a essayé ce qu'on appelle la sociocratie. Donc il y a des trucs qui existent à la base. Alors peut-être qu'au niveau universitaire, c'est pas vraiment réfléchi, mais il y a plein de gens qui essayent de faire plein de trucs et qui marchent. Parce que je vois quand on fait des statuts d'association, on dit qu'il n'y a pas de président et qu'on dit c'est n'importe quoi. Or, on le pratique et ça marche. Des choses comme ça. Et je rajoute une petite pique. Vous avez dit, vous êtes occupé à réfléchir. Moi, je suis sur mon tracteur, je ramasse mes myrtilles, je réfléchis aussi, et je suis occupé à autre chose que réfléchir. Alors, deux choses. Après, je reprendrai. Et du coup, c'est le décalage entre le fait que c'est la question même de la démocratie, c'est qu'on peut réfléchir en étant le peuple. Et je voulais, tant que j'ai le micro, citer deux références. Il y a pour moi l'histoire sociale, la question de l'histoire du peuple. Alors, je crois que c'est Noam Chomsky. Et puis il y a aussi les questions d'autodéfense intellectuelle. C'est Howard Zinn, je crois. Ah oui, c'est Howard Zinn, oui, d'accord, pardon. Et Noiriel aussi, l'histoire populaire de la France. Alors, vous voyez, j'ai manque de références exactes, mais voilà, Howard Zinn sur l'histoire sociale, l'histoire du peuple, ça aussi, c'est un truc qui, moi, m'a permis de réfléchir. Alors, redites-moi la deuxième question, la deuxième objection, c'était... Être occupé à réfléchir. Ouais. Ça, je vais y revenir. Non, mais la première, c'est moi, je voulais vous répondre. La première, c'était sur le fait que, au niveau... oui, sur les auto-organisations. On ne réfléchit pas à la réalité de la possibilité de la démocratie. Or, il y a plein d'expériences de terrain qui prouvent qu'on peut y arriver. Après, il faut voir les niveaux. Alors, ce que je pourrais vous répondre, c'est que nous, on vous parle depuis notre expérience professionnelle. Notre expérience professionnelle, c'est celle d'une philosophe professionnelle, dont c'est la profession, de l'académie. C'est important de témoigner de notre pratique, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on vit dans notre milieu, etc. Et puis, Christophe, il parle en tant qu'historien. Donc, on pourrait se dire, a priori, quand on ne connaît pas ça et vu de loin, la philosophie, les philosophes, c'est des gens qui pensent les Grecs, la cité, la démocratie, c'est génial. En fait, quand on regarde d'un peu plus près, c'est pas du tout le cas. C'est juste ça que je voulais vous dire. Que par ailleurs, il y ait dans la société tout un ensemble d'expérimentations de nature démocratique qui ne passent pas par cette académie. Mais bien entendu, mais non seulement ça, mais c'est même ce que je vous ai dit en vous parlant du secteur sanitaire, où je n'ai pas eu le temps de vous raconter, mais il y a eu des expérimentations, et il y en a toujours, extraordinaires, autour du sida, autour du diabète, autour aujourd'hui des nouvelles maladies chroniques autour du ventre, en gastro-entérologie, etc., etc. Toutes ces expériences qui aujourd'hui sont toutes d'ailleurs renvoyées de plus en plus à de la dérive sectaire. Alors c'est vrai qu'il y a des gourous qui vous vendent des extracteurs de jus contre le cancer, mais c'est honteux de tout mettre dans cette prétendue dérive sectaire. Il y aurait la vraie médecine, la vraie science, la vraie santé, et il y aurait tout un ensemble de gourous à l'affût pour vous, des charlatans, hein, voilà. En réalité, ça dissimule ce qui se passe exactement en agroécologie est tout à fait parallèle à ce qui se passe dans le sanitaire, où il y a de nouvelles pratiques, un nouveau rapport au savoir des patients, etc. Il se passe plein de choses. Et ça, c'est invisibilisé par une académie qui est extrêmement peu démocratique, qui a une sainte horreur de l'idée qu'il y a un conflit autour des savoirs, qu'il y ait une multiplicité de voix sur la constitution de ces savoirs, qu'il s'agisse du savoir agricole, qu'il s'agisse du savoir pharmacologique, qu'il s'agisse du savoir médical. Et donc, bien sûr, moi, je fais ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que très rapidement, sans l'avoir décidé, mais il y a quelque chose de logique, je ne pouvais plus me contenter de donner des cours d'histoire de la philosophie, mais je me suis mise à travailler dans un laboratoire sur la santé, avec des gens qui agissent dans la santé, et j'agis avec eux. On essaie de transformer ensemble
des services à l'intérieur du CHU, etc. Donc moi, je ne sépare pas du tout la pensée et l'action. C'est impossible pour moi. C'est une conception de la pensée qui est destructrice pour la pensée elle-même. Voilà, donc j'espère ne pas avoir incarné ce partage dualiste entre ceux qui pensent et puis ceux qui agissent et qui font. Voilà, c'était ça que je voulais vous répondre, essentiellement. Oui, cette distinction, elle est très platonicienne, et c'est comme ça que Platon, au fond, a sans doute, la manière la plus efficace, détruit toute philosophie démocratique de la démocratie, hein, en faisant ce partage entre la pensée et l'action, et donc en envisageant des gens, alors soit les philosophes, soit le politique, hein, le fameux dialogue commenté par Castoriadis. Donc dans le politique, hein, c'est pas le politique au sens où nous l'entendons nous, hein, en grec c'est politikos, hein, c'est aner politikos, c'est l'homme politique, c'est-à-dire celui qui est capable. Aner, ça veut dire homme, hein, là je le dis parce que s'il y a des assoiffés du genre, je dis homme, parce que aner ça veut dire homme, et en grec ça veut non seulement dire homme, mais ça veut dire aussi citoyen, comme ça il n'y a pas de problème. Hein. Homme par opposition à femme. Voilà, par opposition à femme. Donc aner, alors qu'ils ont eux un mot neutre, hein, anthropos, hein, pour dire humain, et donc quand ils veulent dire un être humain indifférencié, ils disent anthropos, donc quand on dit aner. Donc le politique, c'est le dialogue dans lequel Platon se dit qu'est-ce que c'est qu'un homme politique? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est quelqu'un, ce qui est déjà une première manière de dire que tous ceux qui sont citoyens membres de la cité ne sont pas au niveau politique, c'est-à-dire ils ne sont pas capables de, etc. Et il défend l'idée qu'au fond, il y en a peut-être, dans le meilleur des cas, dit-il, un par cité, et quand il n'y en a pas, eh ben on demande aux philosophes de faire les lois et on n'y touche plus, on n'en débat plus puisqu'on n'est pas au niveau de, etc. Donc cette séparation pensée-action, vous avez raison, elle est destructrice. Alors après, il ne faut pas non plus que ça aille jusqu'à une forme de remise en cause radicale. Non, je ne sais pas ce que vous avez dit, mais je me permets d'utiliser votre question, votre interpellation amicale, j'ai bien noté, pour dire ça, parce que je pense que c'est aussi au cœur du problème de la démocratie, hein, qui est que nous avons tous et toutes des paroles situées, on parle de quelque part, on a fait quelque chose, et que c'est vrai qu'il y a une tentation qui peut exister, hein, d'interroger ce statut un peu particulier qui est le nôtre, qui est d'avoir pour profession de lire des livres, alors qu'on se dit, bah, moi aussi je peux lire des livres, et c'est vrai, vous voyez. Donc, en fait, il faut accepter cette idée qui est très difficile dans les deux côtés, hein, que je ne suis pas plus intelligent que vous, je n'en sais pas plus que vous, mais je sais des choses que, a priori, vous ne savez pas, et réciproquement. Et réciproquement. Et ça, c'est la première idée. Et la deuxième idée... La division du travail. C'est que... Une forme de division du travail. Une forme, et le problème, c'est là où la démocratie arrive, c'est que cette différence n'autorise ni vous ni moi à dire sur ce sujet, il faut m'écouter. Parce que sinon, vous avez perdu ce que vous avez gagné d'un côté. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il y a toujours cette tension, et que ce qui est dangereux, c'est quand on utilise son savoir pour en déduire une solution politique. Vous voyez, raison pour laquelle j'ai décrit mon engagement à moi, mon envie de démocratie, j'ai pas dit mes études démontrent que la démocratie est le meilleur régime. C'est pas ma démonstration, vous voyez. Donc, et ça, je pense que ce sont des choses extrêmement importantes. Ensuite, pour aller vite, oui, alors sur les expériences, autogestion, etc., c'est évidemment un sujet extrêmement intéressant, mais moi, ce que je vois, alors c'est depuis ma petite fenêtre universitaire, c'est que je vois une tentation du repli local qui, pour moi, est l'autre facette de leur laisser le pouvoir. Vous voyez, c'est-à-dire que, comme je dis souvent aux étudiants qui me disent « Oh, mais on n'a qu'à faire des communautés, machin, on sera entre nous, on pensera tous pareil », je dis bah, « Déjà, ça me paraît pas très riant comme monde, enfin moi, personnellement, je préfère être dans un monde dans lequel les gens ne pensent pas comme moi, ben, c'est personnel. Et ensuite, deux, je me dis « Mais le jour où vous avez besoin d'un oncologue, vous êtes bien content que quelqu'un ait pensé une fac de médecine, une formation, etc. » Donc il y a des moments, il y a des jeux d'échelle, et que ces jeux d'échelle, pour moi, je ne vois pas pourquoi ils ne doivent pas être démocratiques. Or, très souvent, il y a une forme de réduction de l'ambition démocratique à des échelles qui nous paraissent plus facilement appréhendables. Donc je ne veux pas dire qu'il ne faut pas les utiliser, mais je trouve que, enfin, en tout cas c'est ma perception à moi, que le l'éducation populaire, ça se résume pas à des J'ai pas parlé de, pardon, je parlais plus de l'autogestion, je parlais pas de l'éducation populaire, excusez-moi. Excusez-moi, je parlais plus de l'autogestion. On parlait d'autogestion, d'essayer de le faire, et j'avais constaté très jeune que ça ne marchait pas. J'ai pas dit ça. Non, d'accord, mais j'ai peut-être mal compris ou mal utilisé votre question, mais voilà, ça me permettait d'aborder cette question d'échelle, qui est souvent, d'ailleurs je crois que vous l'avez même dit dans votre propos, vous avez dit, mais après, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'après, c'est-à-dire comment réussir à faire démocratie à 68 millions, quoi. C'est mon enjeu à moi. Bah, voilà, je reste à l'échelle de la République.
Oui, ou enfin d'un endroit où on vote, machin. Est-ce que, enfin, voilà, comment on fait, quoi? Est-ce que c'est possible ou pas possible? L'hypothèse républicaine, elle est en contradiction avec la tentation, alors réelle, moi que je connais, puisque j'ai vécu dans ces milieux, et je trouve ça hyper intéressant, hein, mais de constituer des communautés autonomes. J'ai vécu dans un département où tous mes amis étaient là-dedans. Enfin, l'enjeu était de gagner une autonomie énergétique, une autonomie alimentaire, une autonomie sanitaire, de telle sorte de ne plus dépendre de la République. C'est très clair. Pour moi, ces gens-là, qui sont des amis, ne sont pas des gens dangereux, ne sont pas des déviants qu'il va falloir écraser. Simplement, après avoir beaucoup écouté tout ça, etc., moi, c'est vrai que je me sens plus à l'aise avec l'hypothèse républicaine et plus en phase avec cette histoire-là, même si j'ai parfaitement conscience que la République, aujourd'hui, en tant que République sociale et démocratique, justement porteuse d'une éducation populaire, etc., est totalement en crise. Mais je n'ai pas envie d'enterrer le projet républicain pour autant. Voilà, c'est ma différence avec des expériences politiques et sociales très intéressantes, mais dans lesquelles je ne me reconnais pas. Et des expériences, en fait, sécessionnistes, très, très clairement, et qui sont très, très importantes aujourd'hui dans la jeunesse. Il y a beaucoup, beaucoup de gens dans la jeune génération qui sont attirés par ce modèle, mais pour lequel j'ai le plus grand respect, mais beaucoup de scepticisme.